The following program deals with a controversial subject. The theories expressed are not the only possible interpretation. Viewers are invited to make a judgment based on all available information. Aujourd'hui, l'objet de ma présentation est de vous présenter les idées et concepts contenus dans le nouvel ouvrage qui est apparu cette année au mois de mai, qui s'appelle OVNI et Conscience, qui est un ouvrage collectif. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais être assez direct. Je vais juste vous poser une question au début, c'est qu'est-ce qu'on sait des OVNI? Pas grand-chose. Voilà, c'est un résumé de ce que nous savons. Non, c'est moi qui appuie sur les boutons. Voilà, c'est ce qu'on sait. Alors, on a quand même quelques certitudes, après plus de 70 ans d'enquête et de recherche. Alors, ce sont, à mon avis, les suivantes sur lesquelles on peut avoir un consensus. Alors, première chose, c'est que le phénomène s'affranchit des lois cinétiques qui dépassent de loin nos capacités aérodynamiques. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il a une composante physique. Il peut laisser des traces, il est matériel. Il est doté d'une intentionnalité et se caractérise par une grande élusivité. C'est-à-dire que ses actions visent un but. Effectivement, on a de la peine à l'attraper. Il montre de l'intérêt pour l'énergie nucléaire, à usage civil ou militaire. Je vais y revenir dans les prochains slides. Il a tendance à se manifester par vagues, donc dans une perspective temporelle. Et enfin, il se présente sous une grande variété, donc de formes surtout, et s'adapte à nos représentations cognitives d'un point de vue de la forme. Voilà. Je crois pas avoir dit des choses trop choquantes jusqu'ici. On peut convenir que c'est un résumé des acquis ufologiques qui sont d'ailleurs bien maigres, après 70 ans de recherche. Alors, j'ai souligné ici deux choses en rouge. Je parlais d'énergie nucléaire et j'ai parlé des représentations cognitives et de son adaptation. Alors, j'aimerais peut-être souligner une chose, c'est que ça fait à peu près 25 ans que je fais des recherches sur ce phénomène, et je suis arrivé à la conclusion, après ces 25 ans, qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte pour cerner la problématique OVNI. La première est l'élément qui a trait à l'atome et au nucléaire, et la deuxième clé de compréhension, c'est justement la conscience, dont je vais passer la plupart du temps aujourd'hui à vous parler. Juste pour revenir sur le nucléaire, voilà le constat. La première chose, c'est que le phénomène, ou les apparitions du phénomène, sont corrélées dans une perspective temporelle et géographique aux essais nucléaires. Brièvement dit, ici vous avez plusieurs dates où ont eu lieu des essais nucléaires, avec un certain nombre d'énergies qu'on appelle mégatonnages, qui ont été produites par ces tests. Des tests qui ont été produits en atmosphère ou au sol. Et on voit qu'à ces tests, ou ces années, ou ces périodes, correspondent des vagues d'OVNI. D'accord? Ici, vous avez un graphique avec les années, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais on voit par exemple ici, pour la vague de 1954, qui est la plus grande vague française, correspondent effectivement des essais nucléaires. Même chose pour la vague ici de 1958, grande vague qui a commencé en septembre 57 et qui s'est déroulée jusqu'au mois de décembre 58. On a eu une importante énergie nucléaire qui était déployée dans l'environnement. Ça, c'est un premier constat. Ensuite, le deuxième, et je vais aller assez rapidement là-dessus aussi, c'est que des chercheurs ont pu identifier le fait que les OVNI ont suivi le sillage des nuages radioactifs suite aux essais atomiques. Donc les Américains ont fait exploser des bombes dans le désert du Nevada, ça a créé des nuages radioactifs. Ces nuages se sont déplacés au gré des courants, et dans le sillage de ces courants ont eu lieu des apparitions d'OVNI. Donc des recoupements ont été faits, et ça valide. Ensuite, troisième corrélation entre le nombre d'ogives nucléaires stockées et les apparitions d'OVNI. Vous savez que l'année où les Américains détenaient le plus d'ogives nucléaires, c'était en 1967, et c'est justement à cette époque que de nombreux OVNI sont apparus au-dessus des bases militaires. Pour donner un exemple. Et ensuite, je tenais à vous présenter ce slide, une enquête
a été rendue publique le mois passé, une enquête menée entre autres par Michel Vaillant, qui est consultant auprès du GEPAN, l'organisme officiel de recherche sur les ovnis, une enquête statistique, scientifique, qui dit la chose suivante: le lien entre les activités nucléaires et les PAN, donc les phénomènes aériaux non identifiés, de type D, donc ceux dont on n'a pas réussi à trouver une réponse, qui sont restés non identifiés après enquête, lequel a été longtemps suspecté, est désormais pour la première fois mesuré. Ce lien est étonnamment élevé. Donc une forte corrélation entre les endroits où il y a des centrales nucléaires en France et le nombre d'apparitions d'ovnis, corrélation positive. Nous avons également découvert une forte corrélation entre les pans de type D et les sites contaminés. Donc contaminés pas forcément radioactivement, mais chimiquement. Donc on voit là, premier indice, que l'écologie semble être au cœur du phénomène ovni. Le type D, c'est quoi? Alors le type D, le GEPAN a mis en place toute une classification ABCD, et le D correspond aux 25% de compte rendu d'OVNI dont ils n'ont pas été capables de trouver une explication. Voilà, avec suffisamment de données fiables, suffisamment d'indices de crédibilité, on va dire. Voilà, et dernier slide sur le nucléaire. Vous avez tous, j'imagine, pu suivre les déroulements de l'année passée avec ces drones qu'on a surnommés les DROVNI, qui ont survolé un certain nombre d'installations militaires et civiles, tant en France, mais on a eu des cas aussi en Suisse. Et on a eu cette déclaration très étonnante de Pascal Pezzani, qui est directeur de la centrale nucléaire de Blayais, donc en novembre 2014, et qui a dit: ici on n'a pas vu de drone, on a vu un OVNI, et il n'y a eu aucun impact sur la sûreté de nos sites. Notre position est claire, lorsqu'il y a survol de sites, nous portons plainte et on communique. Ici vous avez une carte de l'ensemble des sites qui ont été survolés par ces drôles d'engins dont on ne sait toujours pas ce que c'est. On n'a pas non plus pas de photos ni de vidéos, ce qui est très surprenant. Voilà, donc le parti sur la conscience clos, je voulais m'attaquer à la deuxième clé de compréhension, et ça va faire l'objet de l'entièreté maintenant de ma démonstration. Parler de la conscience. Alors, vous allez me dire pourquoi la conscience. On a parlé beaucoup de... On va parler de propulsion, on a parlé beaucoup de choses très physiques jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que moi j'ai un background de psychologue, j'ai fait un master en psychologie, ça m'a toujours intéressé de comprendre l'aspect psychique du phénomène, ou en quoi la conscience était impliquée dans ces phénomènes. Et ici j'ai fait un petit tableau récapitulatif qui montre en fait quels sont les effets du phénomène sur notre conscience et son impact également. Donc on sait par exemple que le phénomène OVNI est capable de capter nos pensées, de connaître nos intentions. On l'a vu dans les cas, par exemple, de pilotes aériens qui étaient à la poursuite d'OVNI. Il est capable d'envoyer des injonctions auxquelles il est difficile de résister. Je me souviens peut-être du cas de Maurice Mas, par exemple. Génère une réalité fictive dans l'esprit du témoin. On a énormément de comptes rendus de ce type dans les affaires d'enlèvement, d'abduction. Contrôle de l'état de veille, paralyse le témoin. Cas de Maurice Mas. Induit un isolement sensoriel, on en a parlé tout à l'heure. Hein, Jacques. Voilà. Bien connu, ce qu'on appelle le facteur rose. Transmet des informations dans le psychisme du témoin, par télépathie, semble-t-il. Voilà. Et puis au niveau de l'impact, ce que j'ai pu voir durant mes enquêtes auprès des témoins, il induit une nouvelle manière de voir le monde, fait adopter par les témoins de nouvelles valeurs qui sont souvent de nature humaniste ou écologique. Il crée aussi une modification de la perception du temps et de l'espace. Voilà. Donc je vais maintenant vous montrer quelques extraits vidéo pour illustrer ces deux points-là, la transmission d'informations dans le psychisme du témoin et l'impact ensuite de ces témoins qui adoptent une nouvelle manière de voir le monde. Vous êtes au Zimbabwe, vous n'êtes pas en Occident, vous avez une soixantaine d'enfants qui jouent dans une cour d'école, et tout à coup apparaît un ou deux ovnis qui se posent avec des êtres de type petit gris, comme on les appelle, qui débarquent de l'engin. Et voilà, je voulais partager avec vous, mais peut-être pas tout de suite, les comptes rendus ou les discours de ces enfants. C'est très touchant, ce sont des enfants. Alors évidemment c'est en anglais, je vais laisser dérouler toute la vidéo, c'est pas long, c'est 2 minutes.
et je vous ferai une petite synthèse en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. La personne qui interviewe, c'est John Mack. John Mack, vous le connaissez peut-être, il a fait beaucoup d'enquêtes, en particulier sur les enlèvements. Donc il était responsable de la chaire de psychiatrie à Harvard, et aussi il a reçu un prix Pulitzer pour son travail sur Laurence d'Arabie. C'est une sommité dans son domaine. Et l'avoir au Zimbabwe impliqué dans une telle enquête, je trouve que c'est vraiment une grande chance pour l'ufologie, car lui sait comment interviewer les enfants et il est à même de détecter des maladies ou des pathologies mentales ou des mensonges, de par sa formation. Voilà, donc on va juste voir maintenant John Mack interviewer les enfants. Both of them were running. One was running in the trees, and the other one was running across the ship, because there were also trees here. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular, and this was all black now. All black. Now you've made pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils were black? white. What? The pupils were white like So that. you saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far No, from on it? top. On top of the silver object. Okay. What I thought was maybe the world's going to end. Maybe they're telling us the world's going to end. Why do you think they might want us to be scared? Because maybe because we don't look after the planet, the area properly. And Melanie, this is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly and the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or When I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. And those thoughts came to you, had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft, or from... From the man. The man. And the man, did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes. What was the sense you got from those eyes? He was interested. Donc, pour résumer, John Mack demanda à la fille ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a observé. Effectivement, elle a vu cet être qui se trouvait sur la soucoupe volante, on va dire ça comme ça, et elle a reçu, elle parle de feeling, des émotions, des sentiments, comme quoi la Terre était en danger. Et John Mack lui demande est-ce que c'était des idées que tu avais déjà dans la tête avant de voir cet être. Elle m'a dit non, c'est quand je suis entré à la maison que j'ai commencé à avoir ce sentiment. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus d'air sur Terre, que nous allons tous mourir. Et il lui dit mais comment ça s'est verbalisé dans ton esprit, comment c'est venu dans ton esprit? Elle dit c'est en regardant les yeux de l'être. On est clairement ici dans le cadre d'une communication télépathique. C'est ce que je voulais illustrer. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que 20 ans après, donc l'année passée, en 2014, une équipe est allée sur place pour interviewer ces enfants, qui sont maintenant des jeunes adultes, et voir quel était l'impact sur eux. Ça
vous avez pu voir 3 extraits de 3 élèves différents. Donc les 2 premiers ont un sens, je dirais, on va dire de connexion avec le cosmos, on peut dire ça comme ça, en tout cas d'être conscient que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, la seule forme de vie évoluée en tout cas. Vous avez vu la 3e fille qui pleurait, parce qu'elle a été effectivement traumatisée par l'expérience, et surtout traumatisée du fait que les gens ne voulaient pas la croire, ou la comprendre, ou l'écouter, chose qui peut être très traumatisante pour un enfant. Alors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Désolé pour l'anglais, après j'arrête. Je vais traduire ça en disant que vous n'avez pas trouvé de nouvelles solutions si vous continuez à regarder les choses de la même manière. Donc, le but, pour moi maintenant, c'est peut-être changer de perspective et d'angle d'attaque pour notre compréhension du phénomène OVNI. Et comme je ne suis pas suffisamment intellectuellement appareillé pour m'attaquer au problème des OVNI et de la conscience, j'ai pris l'initiative de regrouper les meilleurs spécialistes, ou ceux que je considérais comme étant les meilleurs spécialistes sur la question, pour aboutir à cet ouvrage qui s'appelle OVNI Conscience et qui est paru au mois de mai. Donc j'ai 7 contributeurs, moi-même, Philippe Guimont, qui est physicien, ingénieur, spécialiste de la physique quantique de l'information, Jean-Jacques Jaillat, philosophe, enquêteur, Romuald Le Terlier, ethnobotaniste, spécialiste du chamanisme péruvien, Daniel Robin, ufologue, enquêteur, Philippe Solal, philosophe, et Eric Zurcher, également ufologue et enquêteur. Nous avons aussi 2 autres témoins qui ont accepté de parler dans notre ouvrage. Voilà, donc OVNI et conscience inexpliquée au cœur du nouveau paradigme de la physique. Je vais vous expliquer maintenant qu'il y a 2 éléments qui sont clés dans cet ouvrage, évidemment la conscience, et le deuxième, c'est l'information. Donc, encore une petite question peut-être, quel bruit fait un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne? N'en fait-il pas? Ce qu'il en fait quand même? Que faire pour qu'il en fasse ou qu'il n'en fasse pas? Donc on aura la réponse à la fin de l'exposé. C'est ce qu'on appelle un code. Hein. C'est difficile de répondre à ce type d'intrigue. Donc, pour entrer à nouveau dans le vif du sujet, l'information, essence de la réalité. Il faut savoir que dans les années 50, un nouveau paradigme au niveau de la physique a émergé, c'est le paradigme de l'information. Ça a commencé avec la cybernétique, et les théoriciens, les philosophes, et ensuite les physiciens se sont intéressés à ce concept de l'information, et ont commencé à se dire, tiens, on peut commencer à penser le monde en termes d'information, parce que l'information peut être un facteur d'organisation mesurable, et l'information peut se conserver, s'accroître ou se dégrader. D'accord ? Alors j'ai donné quelques exemples, ça semble peut-être un peu abstrait. Première chose, c'est que le cerveau humain, on peut le considérer par exemple comme un processeur d'information. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. L'ADN, qui a été découvert dans les années 60 comme un code contenant de l'information génétique. Les hormones et les enzymes comme des messagers, je crois que c'est assez bien établi, et surtout en biologie et en chimie, on raisonne en termes d'information, qu'on a commencé à raisonner ainsi. Les flocons de neige, les systèmes météorologiques peuvent être vus comme des systèmes complexes, et même le vieillissement physiologique, en fait, qui peut être caractérisé par la quantité d'informations reçues et stockées qui fatigue le corps. Donc on commence à réfléchir vraiment en termes d'information, et c'est ce qu'ont commencé à faire les physiciens récemment, avec cette physique quantique de l'information, et en fait, afin de nous appuyer sur ces découvertes, en fait, l'équipe du LIP s'est basée sur les recherches de Philippe Guimont, qui sont très en avance dans ce domaine. Voilà. Alors, dans le cadre de la physique de l'information, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, parce que, 1, c'est complexe, et 2, je ne suis pas capable de l'expliciter, parce que je ne suis pas physicien, mais en gros, il y a un premier modèle qui dit que la réalité est de nature cybernétique. C'est-à-dire que l'univers sera un ordinateur quantique, et l'essence même de notre réalité serait faite d'algorithmes informatiques. D'accord ? Donc nous vivrions, si on veut, dans un programme, on peut dire ça comme ça. On peut dire que l'essence même de la réalité, c'est de l'information. On peut imaginer des bits, des 0 et des 1, un peu comme dans un programme d'ordinateur. Et puis qu'effectivement, ceci se déroulerait et organiserait notre réel, notre monde phénoménal. Ensuite, à partir des années
même avant, mais Alain Aspect en 1982 a démontré le principe de non-localité. La physique quantique nous explique plusieurs choses. D'abord que les choses sont intriquées, d'accord? Au niveau de la physique des particules, elles sont intriquées. Et une deuxième chose, un concept qui est la non-localité, c'est-à-dire que les particules qui sont séparées peuvent communiquer de manière instantanée sans être liées, en fait. Voilà. Et donc, la première chose, c'est que les particules ne sont pas localisables, n'ont pas de position définie. Il y a ce principe d'intrication quantique qui dit que plusieurs particules peuvent faire des propriétés individuelles qui les distinguent les unes des autres, et le système intriqué se comporte comme en toutes indivisible, et la notion de particule perd son sens. Donc il y a cette idée d'interconnexion et d'intrication. Conséquence, les constituants les plus fondamentaux du monde matériel, le monde dans lequel nous sommes actuellement, sont des entités intangibles telles que les relations et les propriétés. Donc on pense plus en tant qu'objet, on pense en tant que relation et propriété. Tout se réduirait donc à des relations et sans aucune référence à des objets. Ce qui importe, ce ne sont pas les objets, mais bien ces relations. Voilà. Ensuite, d'autres chercheurs, plus récemment, ont développé un concept qui est le qubit. Donc, ils disent que la réalité fondamentale est produite par un ordinateur quantique. C'est des hypothèses tout à fait sérieuses qui sont testées par les scientifiques. Ils disent que la réalité est de nature numérique. Par exemple, que la densité, la pesanteur sont générées par des lignes de code. Et que la conscience agirait comme un écran où se déploieraient ces lignes de code. Donc on voit déjà une première relation entre conscience et information. Là, vous allez me dire, il veut en venir où par rapport aux ovnis? Alors on y arrive. Première chose, c'est que nous avons vu que les ovnis se présentent sous diverses formes. Il y a presque autant d'ovnis qu'il y a de témoins. Il est rare d'avoir des ovnis absolument similaires, d'un témoignage à l'autre, ou d'un compte rendu à l'autre. Il est vrai que cette théorie de l'information, physique de l'information, peut assez aisément expliquer ceci, de par le fait que nous pourrions être en présence d'intelligences très évoluées qui ont appris à maîtriser ou à craquer les codes qui produisent notre réalité. Donc, ces intelligences sont capables de maîtriser notre matière, ce qui peut expliquer qu'ils peuvent se produire sous toutes les formes. Mais ils se produisent en général en fonction d'un habillage, et cet habillage, si vous voulez, ils arrivent à se connecter à un niveau de conscience, une application de conscience à conscience, de la leur à la nôtre, qui leur permettent de s'habiller en fonction de nos représentations ou de notre conception de la réalité. C'est pour ça que vous avez un phénomène ovni qui est extrêmement adaptatif et qui s'adapte non seulement dans le temps, mais aussi en fonction des cultures. Le phénomène ovni en Amérique du Sud, donc je connais bien l'Amérique du Sud, n'agit pas, il ne se présente pas toujours sous les mêmes formes qu'on a ici en Occident, en Europe. Même chose pour son évolution au niveau formel, beaucoup de sous-volants dans les années 40, ensuite des cigares dans les années 50, ensuite dans les années 60, des ovnis en forme de Saturne, je schématise exprès. À partir de la fin des années 80, des phénomènes, des apparitions en forme de triangle. Maintenant, nous avons plutôt des sortes de boules. Il y a beaucoup moins d'atterrissage, vous noterez aussi. Beaucoup moins d'apparitions d'humanoïdes, en tout cas d'atterrissage. Voilà. Même chose pour les êtres, on a toutes sortes d'entités avec des formes tout aussi absurdes et des fois ridicules les unes que les autres. On l'a vu en particulier durant la vague de 1954 en France. Ici, on a un extraterrestre avec une sorte de télévision sur la tête. Ici, nous avons une chose un petit peu étrange, je ne vais même pas le commenter. Ici, une extraterrestre en forme de télévision. Enfin, voilà, on a un petit peu de tout, c'est rigolo. On a l'impression que le phénomène s'habille, voilà, en puisant dans notre inconscient, on va dire ça comme ça, c'est là que vient la conscience. Puise dans cet univers, cette bibliothèque universelle, qu'on peut appeler le mundus imaginalis, par exemple, pour apparaître dans des formes qui soient acceptables et compréhensibles par nous, même si maintenant ils nous paraissent absurdes. Les ovnis et la matière, bon, vous connaissez, on en a parlé un petit peu avant, les ovnis sont capables de trajectoires impossibles, d'accélération impossible. C'est un phénomène qui nie la science, qui nie notre physique actuelle. C'est pour ça que nous avons besoin d'un nouveau paradigme pour expliquer ce phénomène. Le paradigme de la physique de l'information peut l'expliquer. La physique actuelle, non.
Soit on jette la physique actuelle en disant qu'elle n'est pas adaptée, soit on jette le phénomène OVNI. On ne peut pas jeter le phénomène OVNI, nous avons suffisamment de témoins et de dossiers suffisamment solides pour attester de la véracité et de l'authenticité du dossier. On ne peut pas jeter non plus notre physique actuelle puisqu'elle fonctionne, en gros. D'accord ? Je peux continuer la liste: apparition, disparition sur place, division, agrégation, changement de forme, l'absence de boom supersonique. Les ovnis qui sont capables de rentrer dans l'eau et dans les montagnes et dans les volcans, comme on l'a vu ce matin. Donc une physique de l'impossible. Donc ce modèle-là peut l'expliquer. Voilà, je pense que vous avez, la plupart d'entre vous, vu la trilogie Matrix. On est un petit peu dans cet ordre d'idée-là, finalement, d'être dans une réalité virtuelle. C'est pas l'opinion du collectif de l'ouvrage, parce qu'il manque une grosse donnée qui est la conscience. Mais on est dans cet ordre d'idée, et dans l'ordre d'idée aussi que ce qui constitue notre réalité, c'est pas la matière, mais c'est l'information. L'information, avec la conscience, produit la matière. La matière en tant que telle n'a pas réellement d'existence. Ça paraît fou parce qu'on est dans un monde très matériel, très physique. On est aussi dans une science qui sanctifie le matérialisme. Il faut dépasser ce cadre si on veut expliquer le phénomène OVNI, sinon on n'avancera pas. C'est le but de l'ouvrage. Voilà. On est aussi dans l'idée du logiciel et du jeu de Second Life, peut-être que vous le connaissez. Voilà, vous pouvez adopter un avatar, un personnage, et jouer en réseau, faire un petit peu ce que vous voulez, au gré de vos envies, au gré de vos délires. Et en fait, le programme utilise un script, un langage. Vous pouvez imaginer que les intelligences qui se manifestent dans notre environnement et qui laissent des traces matérielles, ça n'empêche pas, utilisent justement une forme de langage en manipulant l'information qui est à l'origine de notre monde phénoménal. Un cas bien connu est le cas de Kelly Hopkinsville, qui est lieu en 1955. Je vais vraiment le résumer très brièvement. Vous avez une famille dans une ferme qui est assaillie toute une nuit par des êtres qui ont cette apparence donc assez ridicule, je dirais. Ces êtres sont capables de voler, ces êtres sont capables de passer au travers des murs, ils se font même tirer dessus avec des carabines. Alors il y a bien un impact sur les êtres, mais ils ne meurent pas. Donc on a vraiment l'impression qu'avec le cas par exemple de Kelly Hopkinsville, on se trouve dans le cadre d'un jeu vidéo, parce que les êtres sont capables de choses qui défient nos lois physiques. Ces êtres sont totalement en contrôle de la situation, et elles semblent jouer un jeu qui n'a finalement pas de but. Voilà. Et le comportement et le motif des entités ne font aucun sens et ils défient les lois matérielles. Voilà. Alors, une expression en anglais qui dit « the elephant in the room ». C'est-à-dire, c'est quand il y a quelque chose qui est évident ou qu'on ne veut pas voir pour expliquer quelque chose. Donc ici, effectivement, on voit la personne en train de lire un livre. Cet énorme éléphant dans cette pièce qui se fond dans la tapisserie. Ici, on voit un tableau avec des soucoupes volantes, d'ailleurs. C'est quoi cet éléphant? Ah ben justement, l'éléphant, c'est la conscience. Pourquoi? Parce que la physique quantique nous enseigne une chose, c'est que la question de la conscience est fondamentale. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Max Planck, prix Nobel de physique, l'un des gros contributeurs et acteurs de la physique quantique. Il dit la matière dérive de la conscience. Je vais insister, la matière dérive de la conscience. On ne peut pas ignorer la conscience, tout ce que nous évoquons, tout ce que nous considérons comme existant, sous-tend la conscience. Lui le dit, mais toutes les philosophies orientales, en particulier en Inde ou au Tibet, etc., le disent depuis des millénaires. Donc il n'y a rien de nouveau là derrière. Certains philosophes de la Grèce antique également. Voilà. Donc effectivement, on a intégré la conscience, on a injecté la conscience dans la problématique. Et en fait, on dit que la conscience n'existe pas sans l'information, et l'information n'existe pas sans la conscience. D'accord ? Donc on parlait un petit peu avant d'Ingo Swann et du remote viewing, la vision à distance, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que font les gens qui s'adonnent à la vision à distance? Par certains exercices et certains protocoles, ils arrivent à connecter leur conscience, et vous avez la même conscience que ces remote viewers, on en est tous capables, finalement, avec un peu d'entraînement. Et bien plutôt, la conscience est de nature non locale, et de se connecter sur d'autres niveaux de conscience et d'aller chercher l'information, que ce soit dans le présent, dans le futur ou dans le passé, à 10 km ou sur d'autres planètes, comme l'a fait Ingo Swann avec la Lune.
on en est tous capables, et on a l'impression que ces intelligences maîtrisent très bien l'essence de l'information, en fait, pour apparaître dans notre environnement. Où il arrive qu'il se crache à Roswell, mais pouvez-vous, c'est peut-être des crashs qui sont voulus finalement. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, Philippe Guimond, je vais juste prendre une ou deux idées clés de sa contribution dans notre ouvrage. Il dit que la conscience est une nature quanto-gravitationnelle et permet une réduction des états quantiques dans le cerveau de manière non locale. D'accord, je vous laisse philosopher là-dessus, je vais passer à la deuxième, qui est peut-être plus compréhensible. Les intentions émises par les consciences individuelles, donc vos intentions, la mienne, parviendraient à exciter les potentiels des vides quantiques en les densifiant en information physique. C'est intéressant. Finalement, envisager la matière perçue comme une certaine cristallisation de la conscience, par laquelle la réalité est comparée à un gigantesque cerveau, dont toutes les consciences individuelles seraient comme des neurones, toutes câblées entre elles. On retrouve l'idée de l'implication. Voilà. Donc, maintenant, mon but, c'est de mettre ces deux concepts ensemble, information et conscience. Donc, l'information, en fait, une information recouvre un certain état de réalité, soit virtuel, soit actuel, soit potentiel, soit réel. Okay. Une information est une possibilité non encore réalisée, une pure potentialité qui est neutre. C'est notre intention ou notre attention qui va matérialiser ou faire vivre ceci. Finalement, c'est l'usage de traitement qui en est fait, qui décide que tel phénomène de possible devient existant, et ce traitement, c'est proprement l'action de notre conscience. D'accord. On parlait des lignes de vie, je crois, ce matin, Jacques. On est dans ce cadre, avec Philippe Guimond en tout cas. Voilà. Alors, pour revenir aux ovnis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux types de connexions à ces intelligences. Soit ce qu'on appelle média, de manière indirecte. La plupart des cas, c'est comme ça. Donc, via notre monde matériel, pour cette forme de connexion, l'intelligence a besoin de s'habiller, c'est ce que j'écrivais avant, de se vêtir d'une forme qui la rend visible dans notre champ perspectif, et elle a constamment choisi des formes très variées, en puisant dans notre histoire, notre culture et dans les représentations qui composent nos psychismes individuels. Mais il y a aussi une autre manière d'entrer en contact avec ces autres mondes conscientiels, on va dire ça comme ça. On peut parler d'extraterrestres, on peut parler d'autres choses, de manière directe, de conscience à conscience. Et pour ça, Ingo Swann le fait, Joe McMoneagle, qui est un remote viewer, le fait aussi, et surtout les chamans le font depuis à peu près 25 000 ans. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vous raconte. À titre d'illustration, vous connaissez peut-être l'écrivain et chercheur Graham Hancock. Graham Hancock a écrit Fingerprint of the God, par exemple. Et ce qui s'est passé il y a quelques années, il est parti en Amazonie péruvienne, il a ingéré la DMT, qui est une molécule qui induit un état modifié de conscience, c'est un psychotrope. Et en fait, durant son trip, parce qu'il faut parler de trip, eh bien voilà ce qu'il a rencontré, un gris, on va dire ça comme ça, un extraterrestre, et également des soucoupes volantes. Et c'est quelque chose, moi je suis allé beaucoup de fois en Amérique du Sud, que les chamans rencontrent fréquemment lors de leur voyage, on va dire ça comme ça. Alors effectivement, ils vont rencontrer les serpents cosmiques, toutes les choses qui font partie de leur cosmogonie, mais ils vont souvent être en contact aussi avec des intelligences de type extraterrestre. Là, on est dans le cadre d'une relation de conscience à conscience. Donc les états modifiés de conscience jouent un rôle important dans le contact avec ces entités. Et Jacques donnait des exemples. Effectivement, souvent les témoins, quand ils sont en contact avec des entités, que ce soit des Benny Black, des ovnis, etc., voient leur conscience modifiée. Je le sais parce que je l'ai vécu. Voilà, donc les conséquences pour l'ufologie, j'aurais fini dans 10 minutes, même avant. Donc, ce qu'on propose, adopter un nouveau paradigme, celui de l'information, en partant du principe ou du postulat qu'il est l'essence de la réalité. Donc, le matérialisme, réductionnisme est dépassé, l'information est l'essence de la réalité. Okay. Donc, l'information, on peut la caractériser comme une grandeur physique, au même titre que l'espace ou l'énergie, on peut même la mesurer en bits, ou en qubits, physique quantique. Les propriétés physiques des ovnis sont comparables au paramétrage d'un jeu vidéo, leur déplacement n'est lié à aucun dispositif d'antigravité, en tout cas pour certains ovnis, peut-être qu'ils viennent avec des MHD, ce sera encore un autre débat. Nous sommes avec eux au-delà de la mécanique. Notre univers observable, matériel, cache une réalité plus fondamentale,
faite de structures d'information dont l'essence intime est constituée de vide et de plein, de 0 et de 1. Et finalement, la non-localité, donc qui est une propriété essentielle en physique quantique, permet de comprendre que les ovnis se connectent à nous de manière non locale, sans passer par les voies de l'espace et du temps. Okay, donc, ils ne voyagent pas à travers tout l'espace pour venir ici, puis embêter un fermier avec un champ de lavande, ou analyser je ne sais quoi chez un être humain et repartir. Ça ne se passe pas réellement comme ça. Donc, Jacques Vallée, vous le connaissez, voilà ce qu'il disait, mais ça, il le disait en 92, ça fait plus de 20 ans. Si l'on considère le monde d'un point de vue informationnel, c'est ce qu'on vient de faire, et que l'on imagine toutes les manières possibles de structurer le temps et l'espace, la vieille idée de voyage spatial à bord de vaisseaux interplanétaires, idée à laquelle les technocrates restent attachés, apparaît comme franchement ringarde. La physique moderne l'a déjà dépassée en offrant une interprétation radicalement différente de la notion d'extraterrestre. Qu'on n'a rien contre les extraterrestres, mais ils ne se déplacent sûrement pas de cette manière. Pour répondre à la question du début de l'exposé, quel bruit fait un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne? Apparemment, aucun. Pourquoi? Parce que personne n'est là pour recevoir et traiter l'information selon laquelle un arbre tombe et procure son. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas. On pourra en discuter lors des questions-réponses. Je vais passer. Donc, est-ce que l'ufologie, c'est vraiment une histoire de quincaillerie? Je vous pose la question après l'exposé. Ou de panne cosmique? Est-ce qu'on peut être sérieux? Je vous pose la question. Avoir sa tête, non? Encore 2 slides. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous distingue du reste? Alors, voilà, je me suis amusé à faire ce petit tableau. Alors, je schématise l'hypothèse extraterrestre de manière un petit peu méchante. D'accord? C'est l'hypothèse extraterrestre au premier niveau. On sait que la plupart des chercheurs, j'en discutais avec Gilda samedi, sont prêts à considérer une hypothèse extraterrestre améliorée ou élargie en prenant en compte, par exemple, des dimensions. Alors, voilà les différences fondamentales. Le paradigme tous les boulons, comme on le dit, a une approche qui est considérée comme unidimensionnelle, qui prend en compte que l'aspect matériel et physique, ce que j'appelle le matérialisme réductionniste. Notre approche est une approche multidimensionnelle, physique, psychique et symbolique. On essaye d'intégrer ces différentes dimensions entre elles. Deuxièmement, le paradigme acheté dit que la matière est l'essence de la réalité. Nous disons effectivement que la conscience et l'information sont, elles, l'essence de la réalité. Ensuite, le paradigme extraterrestre acheté au premier degré a une origine monocausale des ovnis, ce sont les extraterrestres, point barre. Non, nous on pense qu'il y a une origine pluricausale des ovnis, on parle de conscience exogène. Ensuite, l'hypothèse extraterrestre au premier degré exclut les apports de la physique quantique, comme la non-localité, l'implication. Nous incluons ces apports. Enfin, le paradigme extraterrestre au premier degré a un haut degré d'anthropocentrisme. Nous pensons avoir un degré modéré d'anthropocentrisme. L'acheté au premier degré est incapable d'expliquer de nombreuses propriétés fondamentales et récurrentes du phénomène ovni, on l'a vu tout à l'heure. Nous pensons que notre modèle est capable d'expliquer de nombreuses propriétés fondamentales. Et finalement, ça c'est moi qui le dis, l'hypothèse extraterrestre au premier degré relève d'une construction sociale basée sur des croyances. Je pense également que la nôtre relève d'une approche mettant les hypothèses à l'épreuve des faits, et pour le faire, nous avons créé un laboratoire. Donc un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Aimé Michel, de l'illustre philosophe et chercheur. Nous sommes maintenant une trentaine de chercheurs. Nous allons tester toutes ces hypothèses. Donc ça reste, c'est pas du blabla, on va les tester. On a des gens de haut niveau qui se sont joints à nous, beaucoup de scientifiques, mais aussi des représentants des sciences humaines, comme moi, puisque je suis psychologue de formation. Donc je vous invite à aller sur notre site, Laboratoire Aimé Michel. C'est une aventure qui va commencer, c'est en construction, nous devons mettre en place des protocoles, vous pouvez l'imaginer, des hypothèses. Il y a 11 unités de recherche en place, chaque fois avec un directeur. Je vais en animer une qui fera une synthèse ou une analyse du rapport entre la vision à distance, le remote viewing et les ovnis. On va tester tout ça. Il y a d'autres, on va parler des apparitions mariales et des ovnis, on va parler
des abductions, on va parler de tout ce qui est important pour avancer dans le dossier.